Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Bonjour très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Pause en partenariat avec les éditions Le Duc, la toute dernière émission avant les vacances de Noël. On va aborder un sujet qui est tout à fait, je pense, en lien avec cette période de l'année. On va parler de la slow cosmétique et de plus en plus d'essayer dans nos modes de consommation d'utiliser de moins en moins de plastique. On sait, l'enjeu est de plus en plus présent au sein de l'information. J'ai deux invités de prestige, j'allais dire, pour parler de ce sujet. La première, elle est l'auteure d'un ouvrage, J'arrête le plastique, donc aux éditions Le Duc, le livre coach de votre transition zéro plastique, donc un livre très concret qui permet d'aller vers une transition où on consomme de moins en moins de plastique. Bonjour Anne Toumieux. Bonjour. Et à tes côtés, nous avons la chance d'avoir la coordinatrice de l'association Slow Cosmétique, qui est l'éditrice d'un livre écrit par Julien Caillebec, Adopter la slow cosmétique. C'est également aux éditions Le Duc. Bonjour Constance Cisinski. Bonjour. Je l'ai bien prononcé ? Très bien. Alors, j'ai peut-être envie de vous poser cette question-là. À quel moment de vos vies la question du slow cosmétique et du no plastique sont arrivées dans vos existences ? Anne ? Alors bon, moi c'est éditorial. Moi j'avais fait un livre sur le mode de vie à la suédoise qui s'appelle le Lagom, qui était déjà un premier pas personnel dans la découverte de cette prise de conscience qui vise à consommer moins mais mieux pour être plus heureux. Donc on était sur du développement personnel, mais très empreint en fait d'écologie, de respect de la nature et de ces considérations-là. C'est vrai qu'en l'écrivant, j'ai eu un peu envie de partir en Suède. Et puis ensuite, l'idée du plastique est venue avec mon éditrice. Ça a paru évident en fait. Tout de suite, et on comprend de mieux en mieux aujourd'hui, puisque ça fait depuis un tout petit peu avant la sortie ou alors c'est parce que ça m'intéresse, mais moi j'ai l'impression de ne voir que ça aux infos, sur les réseaux sociaux, tout le monde, on dirait qu'il y a vraiment, et ça fait plaisir, une prise de conscience généralisée. En tout cas, le changement démarre par ça, c'est vrai, la prise de conscience dans un premier temps. On parlera des enjeux, justement, de cette société et puis de ce monde entier aujourd'hui, où il y a vraiment des décisions importantes à prendre pour un tant soit peu limiter les dégâts de ce qu'on fait à la planète. Constance, toi, ton grand sujet, c'est la slow cosmétique notamment, mais ça implique évidemment une réduction de nos modes de consommation, consommer mieux mais consommer moins. Explique-nous à quel moment c'est arrivé dans ta vie. C'est arrivé en 2011 quand j'ai rencontré Julien Caillebec pour la première fois, qui est donc l'auteur de ce livre-là et le fondateur du mouvement Slow Cosmétique, qui en 2011 m'a dit « Je voudrais écrire un livre sur la slow cosmétique ». Donc à l'époque, la slow cosmé quoi ? Ça n'existait pas, personne n'en parlait, ça n'était pas du tout utilisé en francophonie. Donc on a pensé ce livre ensemble pour poser toutes les questions aux consommateurs sur la réalité de ce qu'on achète pour nos corps, pour nos salles de bain. Et de poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Et surtout, est-ce qu'on achète vraiment ce qu'on pense acheter ? Est-ce que le résultat de ce qu'on met dans notre caddie, c'est vraiment ce qu'on pensait ? Et la réalité, en fait, le résultat, c'est évidemment non. Il y a beaucoup de tromperies quand même dans nos salles de bain, dans les messages commerciaux. Du coup, la slow cosmétique propose de consommer moins mais mieux. Donc à la salle de bain, évidemment, mais c'est évidemment aussi dans notre façon de consommer en règle générale. C'est-à-dire, c'est comme souvent dans la transition écologique, on commence par un côté et puis après on s'intéresse à tout. Soit on rentre par l'alimentation, après on s'intéresse à la salle de bain, ou inversement. Il y a tout qui vient quand on commence à se poser la question, pourquoi j'achète ça ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce que c'est durable ? Toutes ces questions-là, elles sont dans la slow cosmétique, elles sont dans la slow food, qui est un mouvement similaire au nôtre. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Il est temps aujourd'hui qu'on se les pose et de proposer des bonnes solutions. Alors, il y a quelque chose qui se passe beaucoup dans nos sociétés, c'est une sorte de déni confortable parce qu'on a accès à une information, mais pourtant on n'en fait rien. Aujourd'hui, il y a presque un bug dans le cerveau humain, une incapacité à réagir. J'ai l'impression que vous êtes toutes les deux finalement un petit peu des chercheuses, et de par vos métiers aussi, cette envie d'aller débusquer une information. Et moi, ça m'est arrivé un petit peu la même chose, c'est-à-dire que j'écrivais un article sur l'abattage industriel et je suis devenue végétarienne pendant plusieurs années par la suite. Est-ce que c'est arrivé comme ça dans vos vies ? C'est-à-dire que vous êtes des femmes d'information, vous êtes là pour transmettre ce sujet, vous le traitez un moment et puis vous pouvez plus faire marche arrière, vous vous mettez à changer tous vos modes de consommation. Tout à fait. Oui, c'est même presque valable aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode lanceur d'alerte, je le savais avant, et on n'est pas que ça. Un livre, ça sert aussi à ça, mais comme vous posiez la question à titre personnel, effectivement, ce qui est le plus juste et ce qui est finalement l'objectif, c'est que quand on a vu, quand on sait, quand on a compris et qu'on n'est pas dans le déni,
on ne peut plus faire comme avant. Ça m'est arrivé dans les associations avec lesquelles j'ai travaillé, auprès de, par exemple, de réfugiés. On ne peut plus ensuite passer devant un SDF dans la rue sans le voir d'une manière différente quand on a été auprès d'eux. Là, c'est exactement pareil. Le plastique, la slow cosmétique, enfin, une fois qu'on est dans le sujet, enfin, moi, je suis horrifiée. J'ai l'impression de voir du plastique absolument partout. Et le problème, c'est que c'est pas une impression. Voilà, c'est la vérité. Le plastique est partout. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut pas ignorer ça. Moi, c'est vrai que voilà, c'était une rencontre un peu le fruit du hasard au milieu de mon travail d'éditrice. Et petit à petit, le questionnement prend le pas sur le quotidien. On se dit, bah oui, en fait, pourquoi est-ce que j'accepte ça? Pourquoi est-ce que je fais les choses comme ça? Et si je commence à les faire autrement? Et puis, en fait, bah, on commence aussi à en parler autour de nous. Et puis, bah, une fois effectivement qu'on a compris les enjeux et vu les bénéfices qu'il y a à faire autrement, à la fois pour soi, pour les autres, pour la planète, bah effectivement, on peut pas revenir en arrière. Et c'est heureusement, je dirais heureusement, ouais. Parce que avant, en fait, ok, on ne savait pas. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne savait pas et qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de solution. Il y en a plein, donc il suffit de choisir celle qui nous convient le mieux et petit à petit d'avancer. Le principal étant de ne pas rester immobile. C'est vrai qu'il y a des théories qui disent que comme le cerveau humain est câblé pour le plaisir, il ne sait pas finalement se retenir ou avoir une vision à long terme. Ce qui peut arriver à beaucoup de gens, c'est que le moment où ils mettent des enfants au monde, là, il y a des choses qui changent. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ces deux livres ont été entre les mains peut-être de femmes ou d'hommes qui, pour la première fois, mettaient un enfant au monde et commençaient à se poser la question des générations à venir. Clairement, la slow cosmétique vient en général dans l'esprit des mamans au moment où elles tombent enceintes. Elles se disent, mais en fait, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre ou de pas mettre? Et sur moi, qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui peut être dangereux pour mon enfant? On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, en particulier dans les cosmétiques pour les femmes enceintes. Donc il y a évidemment là beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de réponses très saines dans la nature. Donc c'est trop dommage de ne pas aller piocher là. Anne, c'est ce que tu as ressenti aussi? Ah oui, complètement. Bon, moi déjà, effectivement, pour les enfants, le plastique, c'est un thème. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens qui sont transmis, par exemple, qui sont très transmis dans tous les objets pour les enfants, que ce soit les jouets. On a vu avec le bisphénol qui a été retiré, bisphénol A qui a été retiré des biberons, mais encore aujourd'hui, on utilise beaucoup, par exemple, de la vaisselle en plastique. Et moi-même, on coupe un morceau de nourriture dans l'assiette. Le couteau vient couper l'assiette. Il y a des morceaux de plastique. L'enfant mange des morceaux de plastique. Et ça, on le sait ou on le sait pas. Quand on en est conscient, hop, l'assiette, on l'enlève parce que nécessairement, on se rend bien compte que ça, on peut pas l'éviter. Donc oui, bien sûr, avec les enfants, c'est un booster formidable et tant mieux de la prise de conscience pour soi aussi. C'est juste dommage qu'on le fasse pas pour soi-même avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai que les gens attendent les drames, attendent les maladies, peut-être pourquoi pas même un cancer, et pour se demander en fait qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qui rentre dans leur organisme au quotidien. On parlait des perturbateurs endocriniens justement. L'intérêt de la slow cosmétique, ce serait quoi finalement, Constance? De réduire déjà notre consommation, d'utiliser des produits qui auront une action encore plus bénéfique sur notre corps et qui abîmeront moins la planète? Oui, c'est un petit peu tout ça. C'est déjà de revenir à quelque chose, donc à des habitudes de vie, à une consommation plus raisonnable. Parce que la slow cosmétique, ce n'est pas juste choisir des cosmétiques naturels. La cosmétique bio le propose déjà depuis plus de 20 ans. La slow cosmétique propose d'aller plus loin. L'objectif, c'est de réenvisager son mode de consommation parce qu'on ne peut pas, à 7 milliards d'êtres humains, continuer à consommer comme on le fait, et surtout dans une logique de croissance, y compris dans la salle de bain. Si on consomme chacun 10 produits, et on n'en est pas loin, quand on additionne le dentifrice, le gel douche, le parfum, le déo, le maquillage éventuel, et évidemment les crèmes ou tout ce qu'on peut avoir d'autre, on arrive presque à 10 cosmétiques par personne et par jour. C'est du délire. Donc à l'échelle d'une vie, avec le cocktail que ça peut créer, vraiment, il y a de quoi perdre la tête. Donc la slow cosmétique pose la question du sens. Est-ce que ça a du sens de consommer autant? Est-ce qu'on ne gagnerait pas tous à consommer moins, déjà pour le portefeuille, pour la planète, pour notre santé, parce que l'effet cocktail, du coup, est nettement réduit quand on consomme moins de produits différents et moins de produits toute la vie, et des produits moins transformés aussi. Il y a du sens aussi par rapport à la composition de nos produits. Est-ce que ça a du sens de consommer, de mettre sur notre peau des ingrédients qui n'ont absolument rien de naturel et qui ont été tellement transformés que même s'ils étaient naturels à l'origine, il n'y a plus rien de vivant, plus rien de bénéfique pour la peau. C'est comme si on se nourrissait exclusivement avec
avec de la conserve ultra transformée, alors qu'il y a des produits frais directement provenant de la nature à côté. Donc pour la peau, donnons-lui au moins aussi bien que ce qu'on veut pour notre estomac, parce que la peau est un organe, elle mérite le meilleur. Donc des dérivés de pétrole sur la peau au quotidien, mais pourquoi ? Donc la Slow Cosmétique pose la question du sens de ce qu'il y a dans nos produits, de ce qu'il y a dans nos salles de bain et de ce qu'on veut aussi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait dizaines de produits par jour? C'est-à-dire qu'il y a en fait beaucoup de marques qui injectent énormément d'argent dans le marketing, la publicité, les packaging aussi, qui incluent du coup la consommation de plastique, et puis des pots énormes qui finalement contiennent très très peu de crème ou d'huile, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là, et je crois que l'idée c'est de pouvoir peut-être réaliser qu'on peut utiliser une huile pour ses cheveux, pour son visage, pour son corps. Ce serait l'idée de la slow cosmétique même, c'est-à-dire d'avoir des produits qui soient multi-usages, d'aller vers une philosophie de la polyvalence. Tout à fait. Ce qui est drôle, c'est que quand tu parles d'huile, l'huile c'est un très bon exemple aussi pour le plastique, parce qu'il y a des ponts en fait entre nous deux. Alors évidemment le plastique, il y a toute la sphère alimentaire et emballage, mais dans la cosmétique c'est hyper intéressant puisqu'il y en a dans les formules sous forme de silicone, qui est un dérivé de silice, mais qui se comporte comme un plastique, qui est extrêmement nocif pour l'environnement, notamment dans tout ce qui est capillaire. Ça part dans les eaux usées. Donc en fait, à chaque fois que quelqu'un sur Terre se fait un shampoing avec une formule à base de silicone, les silicones finissent dans l'eau. On ne peut pas forcément les filtrer. Mais il y a aussi le flacon de shampoing. Donc on parle beaucoup de shampoing solide, qui est une solution, mais là, l'huile, c'est génial parce que c'est très slow dans le sens où on peut faire plusieurs choses avec, ou ça peut être des huiles végétales très pures, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça se conserve dans du verre. On peut avoir un flacon en verre, parce que l'huile, comme il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas non plus besoin de conservateur. Du coup, il y a des ponts vraiment très étroits entre la lutte contre le plastique en termes de déchets, le flacon, mais aussi en termes de formule. Absolument. Parce que finalement, quand on voit ça d'un œil global, on pourrait se dire, mais ça a vraiment du sens d'aller vers un ralentissement de cette consommation, d'utiliser des meilleurs produits, d'utiliser moins de plastique, etc. Et pourtant, c'est vrai que les choses ont encore du mal à bouger. Selon vous, qu'est-ce qui empêche peut-être aujourd'hui encore le consommateur de se réveiller par rapport à tout ça, même si on a l'impression qu'il serait gagnant à tous les niveaux de son existence? Alors, pourquoi enfin, pour ce qui est des déchets, puisque en fait le zéro plastique, on se rapproche du mouvement zéro déchet, pourquoi les gens ne le font pas? Moi, je note qu'il y a déjà des croyances. C'est-à-dire que dans tout ce qui est sans plastique, tout ce qui est vrac, les gens pensent que c'est plus compliqué, que c'est plus loin, que c'est plus cher, parce que du coup le vrac c'est souvent du bio. Donc en fait, nous évidemment, je dis nous, Constance et moi, finalement on oppose la qualité à la quantité. Pour faire du sans plastique, pour consommer sans plastique, déjà on ne peut pas faire ses courses dans un super ou un hypermarché. Faites l'expérience, c'est quasiment impossible. Alors évidemment, les grandes enseignes nous mettent dans un petit coin vrac pour faire genre il se passe quelque chose. La réalité, c'est que c'est vraiment impossible. Et d'ailleurs, alors à vérifier, mais moi j'ai rigolé dans le supermarché à côté de chez moi quand j'ai vu ce petit coin se mettre en place avec un grand rayon bio. Et bien en fait, les sachets, il y a une fenêtre plastifiée pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Les mecs, vous n'avez pas compris. Si tu fais du vrac, tu mets un sachet en papier. Tu ne nous mets pas une petite fenêtre. Donc on est vraiment dans... on essaye, les industriels veulent quand même donner du confort parce qu'on est vraiment sur pousser l'achat. Mais non, il faut jouer le jeu. Et jouer le jeu, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et paradoxalement, les gens, les consommateurs, le changement d'habitude, c'est pas simple du tout. Dans nos vies, se mettre peut-être à faire les courses dans 4 endroits différents quand avant on allait dans un seul supermarché, c'est bien plus compliqué. Si d'un coup, il faut aller alors acheter son pain là, sa viande là, ou pas sa viande, ou ses steaks végétaux, ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, le sans plastique, c'est forcément dans des petits commerces. On va prendre les choses à la coupe, mais du coup, il y a aussi le frein psychologique. Ça va coûter plus cher. Ce qui n'est pas forcément, mais alors là, il faut vraiment ouvrir sa pensée, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que la bouffe industrielle, la malbouffe, coûte au sens de la société, évidemment, bien plus cher avec toutes les maladies. Si on revenait, ça fait un peu rébarbatif, mais c'est vrai que si on revenait à une consommation, entre guillemets, à l'ancienne, c'est-à-dire avec des produits frais ou des produits naturels qu'on cuisine, globalement, ça coûterait moins cher à tout le monde.
Oui, puis ça soulève l'idée du plaisir d'aller s'acheter à manger aussi, peut-être de changer ses modes où on va au supermarché. Alors oui, c'est vrai qu'il faut du temps. C'est pour ça que le livre est très dans la bienveillance, et je le dis toujours, le but n'est pas de devenir zéro plastique du jour au lendemain, c'est très compliqué. La société ne veut pas du tout que les gens soient zéro plastique. Quand je parle de la société, les industriels, ils veulent que les gens continuent avec leur petit caddie. Donc c'est une vraie décision, c'est un vrai engagement. Là, cette émission, c'était une année, je crois, une année Slow Cosmétique. Enfin, c'est une vraie résolution qu'on peut prendre pour la nouvelle année. Sans plastique. C'est un challenge qu'on s'oppose parce que vraiment, les industriels n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Mais là où aussi on est d'accord, je crois, c'est que c'est le pouvoir d'achat est un vrai pouvoir et peut-être le seul. C'est-à-dire que malgré tout, on voit des changements, les industriels consentent à changer quand ils voient que les consommateurs n'achètent plus. Donc moi, j'ai été très très satisfaite il y a quelques semaines de voir une présentation à la presse en avant-première, en amont du lancement commercial, de justement des premiers shampoings solides qui vont être disponibles en grande surface. Ils le font parce qu'ils voient bien qu'il y a une demande et peut-être que même il y a un boycott des shampoings en flacon plastique. Donc tant mieux. Donc ça passe par la consommation. Voilà, c'est un engagement. Le choix des consommateurs, tout à fait. Mais si déjà moi j'ai l'impression quand vous disiez ce monde-là, on rentre avec un orteil puis finalement on est happé. Moi j'ai l'impression que c'est pareil avec le développement personnel. J'ai eu l'impression d'y mettre un orteil et puis d'être complètement happé et d'avoir une vision complètement différente des choses. Je crois que quand on se nourrit, par exemple, ou même la cosmétique, on dit, ça rentre à l'intérieur de nous. Donc ça nous compose à la fin. Et donc ce que tu disais sur les gens n'ont pas envie forcément de prendre du temps pour faire leurs courses. Par exemple, quand on va dans un marché ou quand on va dans une coopérative, on peut même emmener ses enfants et les éduquer. Voilà. C'est juste que moi je suis consciente dans ce quotidien que les gens n'ont pas toujours le temps. J'allais dire les mamans, mais bon, soyons réalistes, à défaut d'être sexistes. Disons les parents ou je sais pas. Je prends l'exemple d'une mère célibataire qui a pas beaucoup les moyens, qui a 2 enfants à charge, qui a un travail. Je vous parle même pas des grèves, on n'en parle pas. Comment elle va faire pour alors par exemple, moi je vais donner mon exemple, c'est-à-dire que j'ai toujours été accompagner ma mère au marché faire des courses dans les étals de légumes et de fruits, et donc il y avait ce rapport-là et c'était une éducation. Donc moi je pense que c'est aussi parfois des excuses que les gens se trouvent, et chers auditeurs, on n'est pas là en train forcément de vous pointer du doigt, mais d'aller se regarder avec un peu plus d'honnêteté aussi soi-même et de se dire ok, quel temps je place dans le fait de m'acheter mon alimentation, ou par exemple dans les cosmétiques qu'on utilise. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de moyens de faire ses propres cosmétiques, sa lessive, et peut-être de manière pas si onéreuse. Mais c'est une éducation. Et c'est-à-dire que prendre le temps, c'est un choix. Faire ce choix, on le fait parmi d'autres choix, et ça vient de ce qu'on sait. C'est ça. Voilà. Donc, il faut savoir. Aujourd'hui, le savoir, il est à disposition. Il y a énormément de sources d'informations, des livres sur Internet aujourd'hui, en particulier dans le mouvement Slow Cosmétique. On rappelle que le savoir est une base essentielle. Quand on sait de quoi la peau a besoin et comment bien en prendre soin, on n'est plus victime de ce marketing trompeur qui nous dit vous avez besoin de 6 crèmes pour pouvoir lutter contre les rides. Non, le véritable anti-rides, le meilleur, le seul, universel, où qu'on soit sur la planète et intemporel, c'est l'amour. Gommer. C'est une bonne piste. Et à part ça, au quotidien, c'est exfolier la peau, c'est-à-dire la gommer pour aider à son renouvellement naturel et bien la masser, parce que masser, là toutes les esthéticiennes peuvent le dire, le massage, c'est la clé de tout, de la microcirculation, de la tonicité. Et le massage, c'est 0 déchet. Le massage, c'est 0 déchet, c'est gratuit, on le fait soi-même, donc au quotidien, on a besoin finalement de tellement peu, mais il est évident que ça ne sert pas le secteur cosmétique et les industriels. Donc on a, nous, toutes les clés en main pour pouvoir se faire du bien à moindre coût et prendre le temps de se masser le visage. Et finalement, ça nous amène à faire des économies sur le nombre de produits qu'on va acheter, et puis un bien meilleur résultat et une bien meilleure satisfaction de savoir que c'est juste avec son temps, un temps où aussi on prend là on revient un petit peu sur la question du développement personnel, on est avec soi, on met de l'attention à soi, et ça donne du sens. Ça donne du sens. Tout à fait. Mais quand même, encore une fois, beaucoup de bienveillance, pas de culpabilisation en ce qui me concerne. N'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les saucisses façon Knack, je ne citerai pas de marque, et qui sont emballées dans du plastique, sont de la viande. Non, c'est pas de la vraie viande. Voilà, donc juste, le marketing a tellement martelé les esprits qu'il y a une déconstruction à faire, et aussi de penser que, encore une fois, la qualité ça vaut cher. Oui, mais du coup, si tu achètes moins en supermarché, ces saloperies industrielles, nécessairement à la fin,
tu achètes moins de viande, mais elle est de meilleure qualité, t'en achètes qu'une fois, mais c'est de la vraie viande. Voilà, et c'est ça, quand je parle d'éducation, c'est ça. Et encore une fois, beaucoup de tolérance. Pensons aux familles qui n'ont pas, qui ont peut-être à portée de main cette information, mais qui ont d'autres soucis. Hein, qui ne savent pas par où commencer. Voilà, mais voilà, quand on n'a pas non plus les moyens à la fin du mois, on a peut-être d'autres choses à faire que d'aller sur Internet regarder la composition nutritionnelle. Si tu es en train de survivre au quotidien, voilà. Tu te demandes pas si tu consommes un peu moins de plastique. Mais pour toutes les autres personnes qui ont envie d'aller vers ces changements-là, en tout cas, vos livres proposent des solutions. On en parlera en fin d'émission. J'ai envie qu'on revienne, Constance, sur la question de la cosmétique. Est-ce que tu ne t'arraches pas les cheveux lorsque tu tombes sur YouTube, sur les youtubeuses beauté qui utilisent pas moins de 30-40 produits sur le visage, on peut le dire. Oui, ce sont des produits elles-mêmes d'une évolution. Qui est ce qu'elle est. Je crois que nous sommes aujourd'hui des consommateurs qui avons oublié de nous poser des questions. Donc clairement aujourd'hui, posons-les ces questions. Est-ce qu'on a besoin de tout ça et est-ce que c'est cohérent? Je crois que au début des années 2020, est-ce qu'on peut vraiment se dire je ne savais pas, je pensais que les ressources étaient éternelles. Aujourd'hui, non, on a quand même les médias qui nous portent des informations quotidiennement sur l'épuisement des ressources et puis la surpopulation. Donc on sait que quand même à un moment tout a une fin. Donc à nous de préserver ce dont on a besoin pour vivre correctement, dignement et puis avec du plaisir, parce que la slow cosmétique c'est pas non plus tartiner avec de l'argile uniquement et puis se dire c'est bon, ça va suffire, peu importe les odeurs, peu importe les couleurs. La slow cosmétique aujourd'hui elle est très très variée. On peut se faire du bien avec énormément de produits qui seront fabriqués respectueusement par des artisans engagés avec des matières nobles et très peu transformées. Donc c'est tout cet univers-là qui est à portée de main aujourd'hui, qui existe déjà et qu'on contribue à développer chaque jour. Donc c'est là. Il suffit juste de commencer par taper sur son moteur de recherche quelques mots-clés comme déjà s'intéresser aux cosmétiques naturels, à une alimentation plus saine et petit à petit, petit pas par petit pas, on y arrive et on peut aller contre cette éducation qu'on a eue. On est issu de 30-40 années de marketing tout puissant. Aujourd'hui, le marketing recule et on voit certaines marques commencer à communiquer sur le fait que avant, elles n'ont pas tout fait très bien et qu'aujourd'hui, grâce aux consommateurs et à la pression des consommateurs, elles commencent à changer leur façon de faire. C'est un peu triste d'en être arrivé là. C'est exactement ce que j'allais dire. Elles le font. C'est ce qui est triste, c'est qu'elles le font pas pour la planète. Elles le font juste pour continuer à vendre. Mais bon, peu importe. Moi, je pense que tous les moyens sont bons. Je sais pas si t'es d'accord, mais peu importe. Si on avance, même si c'est pour continuer à vendre des produits, s'ils sont meilleurs. Il y a un mouvement qui est enclenché. Et c'est pareil pour les emballages. Complètement. Alors c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui, tu le disais, le vrac est de plus en plus présent, on a des alternatives à ne pas utiliser de plastique. Les gens ont de plus en plus de tote bags aussi quand ils vont faire leurs courses pour éviter de prendre des sacs plastiques aussi. Il y a un mouvement qui se fait, j'avais vu des sacs en plastique de chanvre. Est-ce que tu sens quand même que tu observes un changement présent? Alors oui, évidemment, il y a un gros changement. Moi, ce qui me gêne, mais ça c'est mon côté militant, c'est que ce changement, quand il s'amorce, peut aussi générer une forme d'autosatisfaction qui ne suffit pas. C'est-à-dire que arrêter le sac plastique, c'est très bien, vraiment. Maintenant, ça ne suffit pas. Arrêter le sac plastique pour continuer, je sais pas, pour prendre un mojito avec une paille. Bientôt les pailles et tout ce qui est plastique à usage unique seront interdits dans bien trop longtemps, bien évidemment. Mais ça devrait être immédiat. Moi, je comprends même pas pourquoi. Bref. Mais voilà, le sac en tissu ne suffit pas. Et si on veut pousser le raisonnement encore un peu plus loin, le sac en tissu, il peut être en coton bio, mais alors le coton, et là je m'éloigne un tout petit peu du sujet du plastique, mais par exemple le coton, on sait que c'est très polluant de fabriquer du coton. Donc en fait, moi maintenant, le plastique, on va dire que c'est une composante. Tu me posais la question tout à l'heure, moi, d'où je suis partie. Je ne suis déjà plus au mois d'avril à la sortie du livre sur le plastique, je suis déjà à il faut penser globalement. Je te parlais tout à l'heure en off des gobelets, évidemment. Alors tout le monde diabolise le gobelet en plastique, mais encore une fois, maintenant, pour les gens qui sont initiés, il y a une réflexion qui va plus loin. Le gobelet en plastique, c'est le mal, on est bien d'accord. En revanche, il se recycle. Or, les nouveaux gobelets en carton qui sont doublés d'un film plastique,
eux ne peuvent ni rentrer dans le recyclage du papier, ni dans le recyclage du plastique. Donc c'est encore plus le mal que le mal. Donc voilà, on est aussi dans un mouvement qui est tellement rapide, dans des évolutions de société qui sont tellement rapides que les questions se multiplient. Voilà, ça me permet de dire un mot sur le recyclage. Oui, il y a aussi beaucoup de gens, comme pour le tote bag en tissu et pas le sac plastique, qui mettent consciencieusement leurs petits emballages plastiques dans la poubelle jaune, et c'est très bien, continuez, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'abord parce que le recyclage n'est pas du tout une solution pérenne à tout. Hein. Le plastique ne peut pas se recycler à l'infini. On commence juste à avoir des pistes pour des matériaux qui pourraient se recycler à l'infini. En gros, le plastique, au bout d'un certain nombre de fois, il perd ses propriétés. Donc, on ne peut plus le transformer. Par ailleurs, on a vu, par ailleurs que il y a eu une émission que peut-être les auditeurs ont vue où on s'est aperçu qu'il y avait des sous-traitants en fait des sous-traitants de l'État en fait qui récupéraient des plastiques et qui les envoyaient par avion gentiment prendre des petites vacances sur les plages en Asie. Donc on se retrouve avec des emballages plastiques français que les consommateurs pensent qui vont être gérés de manière durable et qui vont être recyclés et qui se retrouvent balancés dans la nature dans d'autres pays. Voilà, donc le jeu change aussi beaucoup. Il faut voir ça de manière globale à l'international. La Chine, par exemple, a aussi arrêté de récupérer les plastiques de l'Europe, ce qui va poser aussi des problèmes et ça va pousser aussi en France les industriels à se remettre en question, ce qui est très bien. C'est-à-dire que la question des déchets, en fait, il y a des déchets qui s'accumulent à des endroits sur Terre et on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire qu'il est impossible de traiter ces déchets-là. Je ne sais pas, on ne peut pas les brûler. Enfin, il n'y a pas de solution, en fait. Alors, oui, une fois qu'ils sont accumulés, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Ce que le consommateur ne sait pas, c'est que les déchets sont principalement enfouis ou brûlés, ce qui, dans les deux cas, surtout quand il s'agit du plastique, crée une autre forme de pollution. On contamine les sols ou on contamine l'air, dans les deux cas. Donc, vraiment, la seule solution, c'est tout simplement de ne plus acheter de plastique. De ne pas générer de déchets. Et plus globalement, exactement. Et on n'a pas parlé encore dans l'émission, donc forcément je le dis parce que sinon on va forcément le dire, mais la pollution marine. On n'a quand même pas encore parlé de la mer. C'est quand même un des sujets centraux quand on parle de plastique. Tu disais, il y a des endroits sur Terre, il y a surtout des endroits en mer où les plastiques s'accumulent, qui sont ces gyres. On a parlé du 7e continent. Je peux te dire que maintenant, on en est peut-être au 10e continent, puisqu'il y a 5 gyres, c'est-à-dire des endroits où les courants marins rassemblent des plastiques. Dans la tête des gens qui sont au courant, ces plastiques, c'est peut-être un gobelet, une bouteille. Or, c'est pas du tout ça. Quand ils arrivent à cet endroit-là, la plupart ce qu'on appelle les macro-déchets plastiques, donc les bouteilles, par exemple, sont déjà réduits en fragments qui sont devenus extrêmement petits, et c'est le problème du plastique dans la nature. Le plastique ne disparaît jamais. Il ne s'assimile pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il disparaît à l'œil nu puisqu'il devient des fragments de plus en plus petits. Dans la mer, avec l'air, avec l'usure, il se casse, il s'use, il se fragmente, ça fait des poussières. Et on appelle ça des soupes de plastique. Et là, on arrive à les poissons en aval. Nous, il ne faut pas boire la tasse, hein, attention, tu vas en avoir aussi. Mais en gros, le poisson mange du plastique, toi tu manges le poisson. Et en gros, on arrive à ce qu'on a vu, je crois que c'était en septembre, l'association VVF qui a publié une étude. Les gens absorberaient en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit. Moi, j'ai pas envie de grignoter une carte de crédit comme un lapin. Non, les lapins ne mangent pas de carte de crédit, ce que je voulais dire. Tu vois. Non, mais voilà, en gros, le plastique est partout. Le plastique est sous forme de microparticules et finalement, ça fait une pollution invisible qui est 1000 fois plus dangereuse et grave que la pollution visible. Moi, j'initie mes filles, on va sur la plage, à chaque fois, on fait un ramassage. Elles ramassent des mégots, on prend des gants, on fait ce qu'il faut. Mais en gros, c'est ce qu'il y a dans la mer qui est loin des yeux, dont on ne s'aperçoit pas. Et c'est ça aussi, c'est aussi une des raisons, à ta question de tout à l'heure, pourquoi les gens ne font pas... Oui, parce qu'ils ne le voient pas directement. Il n'y a pas un impact direct. Exactement. Et pourtant, ça recouvre les sols selon les plastiques. Il y en a qui flottent, donc du coup, ça coupe le soleil. Donc les plantes manquent de soleil. Il y a d'autres types de plastiques qui vont couler, donc ils vont recouvrir les fonds marins. Tout le monde est impacté. C'est dans des proportions qui sont même difficiles à imaginer, même quand on a les chiffres. C'est des centaines de kilomètres. C'est colossal.
Ouais, c'est le mot. L'écosystème marin souffre, comme tu le dis, de plus en plus. Et il suffit de voyager en Asie notamment pour réaliser ça. Moi, j'ai été faire du surf à Bali, par exemple, et j'ai vu énormément de déchets dans la mer. Donc, pas besoin d'aller si loin. Et on peut le ressentir, voilà, ouais, en bougeant. De toute façon, c'est vrai qu'à Paris, si on reste entre quatre murs, on va pas forcément le réaliser. Mais... Oh, la Seine. Oh là là. Non, mais même la rue, le mégot. Le mégot, moi, c'est mon grand combat. Le mégot, c'est en quoi le mégot? En plastique. Eh oui. Donc il y a des gens qui ont tagué sur les trottoirs parisiens tout part à la mer, non? Tu as vu et j'ai trouvé ça génial. On se rend pas compte. Tu fumes ta cigarette à la terrasse d'un café le samedi soir, voilà. On jette par terre. Un mégot contamine 500 litres d'eau avec toutes les substances toxiques qu'il contient. Donc après, il faut décontaminer l'eau. Ça part aussi dans la Seine. Après, ça finit toujours par arriver dans des rivières. Enfin, voilà, ça s'écoule. Tout ce qui touche l'eau, c'est très difficile à gérer comme pollution. Voilà, et en plus, donc le mégot, il met plus de 15 ans à disparaître. Il disparaît jamais. Donc le mégot, ne jetez pas vos mégots ni dans la nature ni en ville. Ayez un petit cendrier de poche, voilà. C'est pire que les bouteilles, c'est pire que les bouteilles d'eau minérale. Hein. Je tiens à le dire parce qu'on se rend pas compte. Non, puis en plus le mégot, c'est mon combat. À Paris, tout le monde fume, donc tu as raison. C'est très problématique. J'ai envie qu'on parle justement, là on est en plein mois de décembre, les fêtes de fin d'année, justement une période où les gens surconsomment énormément. Voilà, le titre de cette émission, tu le disais Anne, voilà, une année slow cosmétique et sans plastique. On a envie de vous donner matière à réfléchir, à pouvoir, pourquoi pas en 2020, amorcer des changements dans vos modes de consommation. À Noël, à l'approche du Nouvel An, qu'est-ce qu'on peut déjà faire comme petits gestes, des petits conseils que vous auriez à donner aux auditeurs pour amorcer déjà un changement? Oh là, il y en a un très facile de changement, que ce soit à la salle de bain, mais dans toute la maison. On se lave les mains un nombre incalculable de fois. Si on pouvait le faire avec un savon à froid, donc qui ne nécessite aucun emballage plastique, ni d'eau à l'intérieur, donc en termes de transport, c'est très intéressant aussi. Un savon à froid va nous permettre de laver les mains, le corps, le visage, certains même les cheveux, de façon optimale, à la fois naturelle et zéro déchet. Donc ça, c'est un geste tout simple qui ne coûte vraiment rien, parce qu'un savon à froid, ça équivaut à peu près à 2 gels douche. Donc à l'échelle de la famille, on en met 2-3 dans la maison, voilà, un dans la cuisine, un dans la salle de bain. On a vraiment pas grand-chose à faire. Le résultat est énorme déjà avec ça. Savon à froid, des tissus lavables au lieu de coton jetable, par exemple, pour se moucher chaque jour, pour le change de bébé, pour se démaquiller à la salle de bain, au lieu du coton et des tissus jetables, partir sur des tissus lavables. Dis le mot lingette, dis-le s'il te plaît. Dis le mot lingette. Lingette, on entend quand même, c'est associé. Voilà, la lingette, on entend jetable derrière, donc je dis tissu parce que les lingettes, évidemment, on associe pas mal les lingettes au bébé ou au milieu hospitalier. Non, vraiment, ça, c'est une hérésie environnementale, économique. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc vraiment, au quotidien chez nous, c'est tout bête. Et vraiment, le tissu lavable, c'est une fantastique évolution vers laquelle j'espère on va revenir, parce que voilà, on peut laver plus de 200 fois les mêmes tissus, durer 3 ans avec. Je veux dire, ça n'a pas de prix de se dire qu'on a pu économiser tous ces déchets-là avec si peu de choses. Dans le réseau Slow Cosmétique, il y a des fabricants qui font travailler des personnes en situation de handicap, par exemple. Donc on se dit qu'il y a toute une économie vertueuse derrière. Une économie solidaire, ouais. Voilà, il y a aussi de plus en plus maintenant, on en trouve beaucoup dans les magasins bio, les magasins de proximité, des circuits très courts avec des artisans de la ville, du quartier, qui vont coudre à la main des petites choses très mignonnes qui vont nous permettre d'avoir aussi un petit côté un peu déco, un peu plaisir. Tout à fait, non mais il y a des très jolis cotons lavables qu'on peut trouver facilement, en plus, de plus en plus facilement. Voilà, en coton ou en eucalyptus, c'est vrai que se pose après la question de la production du tissu, et là encore, il existe plein d'alternatives, donc tout plutôt que du jetable. Vraiment, à chaque fois qu'on met quelque chose à la poubelle, on doit se demander, là, en 2020, on doit se dire à chaque fois, est-ce que ça, j'aurais pu l'éviter? Et à la salle de bain, c'est évident qu'on peut faire disparaître une poubelle de salle de bain. Il y a des alternatives durables pour tout, pour remplacer les cotons-tiges, pour le coton de démaquillage, pour les mouchoirs, pour la brosse à dents, évidemment. Donc, ça fait pas très fête de fin d'année, on parle de brosse à dents.
Tu nous as quand même demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour les fêtes de fin d'année. Offre une brosse à dents en bois. Non, mais il y a de super coffrets, par exemple, dans l'esprit cadeau, on a beaucoup le réflexe d'aller acheter des coffrets bling-bling scintillants en grande surface ou en parfumerie, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans et le coût, vraiment, enfin la valeur réelle derrière, à la fois de la matière première et de l'humain qui l'a créé, cette valeur, elle est nulle. C'est brillant, d'accord, mais à quel prix? C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir aux gens qu'on aime? On a envie de leur offrir quelque chose qui a du sens, donc des beaux produits, vraiment des beaux produits. C'est pas des produits à 200 €, ce sont des produits qui ont fait travailler des artisans passionnés, ce sont des produits qui ont valorisé la nature, donc des très beaux coffrets de savon à froid sur gras, par exemple, ou alors des beaux parfums avec des bases naturelles. Il en existe des dizaines dans le réseau Slow Cosmétique, donc vraiment, il y a du choix, des beaux cadeaux, il y en a plein. Offrez des livres. Par exemple, un livre sur comment arrêter le plastique, si vous voulez vraiment. On aura quelques-uns à proposer pour mettre sous le sapin en fin d'année. Non, mais c'est vrai, il y a une liste. Il y a une liste d'ailleurs. J'ai trouvé, et ça c'est assez encourageant sur les réseaux sociaux. Je sais pas toi, mais moi j'ai vu beaucoup de la liste de cadeaux. Alors certains les appellent immatériels. Ça peut être quand même du matériel, mais moi-même j'avais fait cette liste. Donc moi je dis toujours, par exemple, quand on veut offrir un peu de luxe, effectivement, on n'est pas obligé d'offrir quelque chose qui sort de l'industrie paillettes. On peut offrir, par exemple, un très bon condiment. Ça peut être de l'huile à la truffe, ça peut être ce genre de choses. On est sur une bouteille en verre, on est sur quelque chose qui va donner du plaisir à chaque fois qu'on va s'en servir. On peut offrir évidemment tout ce qui est place de concert, place de théâtre. Là aussi, on soutient d'offrir des moments, d'offrir des souvenirs. Ouais. Ça peut être bien évidemment, par exemple, des cours. Ça peut être un abonnement à la salle de gym. Ça peut être un cours d'œnologie, de cuisine, pour faire vivre ses passions. On est quand même vraiment dans ça aussi, que ce soit Slow Cosmétique ou écologie et zéro déchet, c'est-à-dire vers le mieux-être. Et le mieux-être, c'est aussi revenir à de l'humain. Humain, voilà, nombre de gens qui étaient traders et qui maintenant, alors on connaît tous la vanne sur tu vas faire du fromage de chèvre dans le Larzac, mais prof de yoga ou autre, voilà, on peut offrir des cours pour faire du yoga, pourquoi pas. On peut offrir donc des livres, on peut offrir, enfin, les idées ne manquent pas. C'est finalement, encore une fois, la facilité, faire la démarche, un petit déclic, clac, cette année, je vais changer. En revanche, attention, c'est vrai qu'il y a aussi une pression sociale. Est-ce qu'on ne va pas me juger sur mes cadeaux ? Donc, il faut aussi communiquer. Ça veut dire que soi-même, quand on est engagé, il faut aussi dire à ses proches, moi, cette année, voilà, j'emballe aussi peut-être dans le fameux furoshiki, c'est-à-dire la manière d'emballer les cadeaux de manière durable dans ce qui ressemble, alors soit ça peut être un foulard, soit un torchon, en tout cas du tissu, un beau tissu qu'on peut conserver par la suite. Mais ça permet aussi, je pense que les fêtes de fin d'année sont aussi une occasion pour les gens qui sont engagés et ou qui veulent changer, de passer le message autour d'eux. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est de déposer une graine après que les autres se mettent à la suivre ou pas, à l'arroser pour qu'elle pousse. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça amorce quelque chose. On est en famille, c'est aussi le moment de se rapprocher et de parler de ce qui nous tient à cœur. En famille, qu'est-ce qu'on se demande ? Le travail, les enfants, la santé, le futur. Ouais. Le futur, il est quand même pas très très rose là tout de suite. Donc voilà, c'est le moment. Allez-y. Envoyez-nous vos discussions de famille. Je vais avoir mis un sacré bazar dans les discussions le soir de Noël. Et puis pour le début de l'année 2020, évidemment, pas forcément. Moi, je suis contre, et les auditeurs le savent sûrement, l'idée de faire toujours des bonnes résolutions où on va développer parfois une mésestime de soi parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas réussi à faire les 2 heures de sport par jour qu'on voulait faire, etc. Mais en tout cas, de commencer à réfléchir à une consommation un petit peu différente, plus respectueuse de l'environnement, de soi, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, parce que c'est aussi de l'amour. Donc moi, je trouve que tout ce qui est fait avec amour, par amour, voilà, est toujours un geste vertueux. Je suis complètement d'accord avec ça et j'en parle beaucoup. En fait, il y a 2 choses. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Les gens se flagellent. C'est un truc de dingue. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, moi je réponds toujours systématiquement. Vous pouvez le lire dans toutes les interviews partout. Que l'on se félicite pour chaque geste qu'on a fait. On n'a pas besoin de 30 personnes zéro plastique. On a besoin d'une armée de gens qui changent chacun 3, 4, 5 gestes. Et le plus facile pour soi. Si le plus facile, c'est de passer au shampoing solide, passe au shampoing solide. Si pour toi, le plus facile, c'est de te mettre à faire tes nettoyants ménagers, eh ben fais ça. Moi, shampoing solide,
ça m'ennuie. Voilà. Moi, je fais pas ça, par exemple. En revanche, je n'ai plus de sac poubelle. Tout le monde regarde tes cheveux, du coup. Point de sèche. Non, mais voilà, moi, j'ai plus de sac poubelle, par exemple, chez moi. Okay. Et ben, il y a des gens, ça les fait vraiment. Et parfois, tu le remplaces alors par un sac en papier. Alors là, les gens, moi, je sais pas pourquoi, ça me gêne pas. Alors le sac, il est souvent un peu humide, ça fait de la moisissure. Et ben, moi, je suis tellement contente et fière de moi de plus avoir de sac poubelle, parce qu'en fait, comment c'est un peu philosophique, mais enfin, tu vois, la poubelle qui est dans un sac plastique, bah du coup, nécessairement, on peut pas faire du zéro déchet avec cette poubelle aussi petite qu'elle soit, puisque le sac plastique en lui-même est en plastique. Et les bioplastiques, c'est pas encore au point. Ouais, il y a pas des plastiques de champ. Alors, j'en parle dans le livre. C'est compliqué parce que souvent c'est pas entièrement des plastiques végétaux, donc en fait ça va se dégrader en morceaux. Un sac en craft, ok, tu le changes un peu plus souvent. Il faut mettre, moi je mets les sacs pour les fruits et légumes en papier au fond. Parce que ça coule toujours un peu. Je le change plus souvent, évidemment, voilà. Mais voilà, moi je fais ça et je fais pas le shampoing. Et ben, c'est pas grave. Qu'on se félicite et ça crée de l'estime. Quand on a réussi à changer 1 ou 2 ou 3 habitudes, on est vachement content et c'est ça qu'il faut valoriser. On a besoin d'une armée de gens qui changent 3-4 habitudes. J'adore. C'est à vous que je parle. Ouais, mais j'ai déjà réfléchi, moi, à vous écouter. Alors toi, tu fais quoi? Les lingettes démaquillantes, j'étais pas encore passée, mais j'ai envie de passer à ça. Je pense que... Le coton-tige, c'est facile. Ça change rien à l'usage. Le coton-tige, ça change pas grand-chose. Alors après, pour se maquiller, parfois, le coton-tige peut aider un petit peu. Non, mais le coton-tige, je le prends en tige en carton. Mais en tout cas, on peut le prendre, voilà, exactement. Voilà. Il existe aujourd'hui depuis longtemps, depuis longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas depuis un certain temps. Mais c'est vrai que les lingettes démaquillantes, c'est quelque chose de très important. Et le coton est aussi, très polluant aujourd'hui, voilà. Mais c'est comme dans l'alimentation, on s'est rendu compte que tous se mettre à surconsommer de l'avocat ou du soja, enfin voilà, ça a créé des désastres écologiques. Donc c'est un peu toujours la même chose. Parfois, on s'engouffre quelque part, puis il faut on est tellement nombreux que... comme toujours. Exactement. Promets-moi que tu ne jetteras plus jamais ton mégot par terre. Je ne le fais plus depuis longtemps. Alors moi, je passe pour une extraterrestre. Quand je fume une cigarette et que je rentre dans le bar avec le mégot et que je le montre au monsieur du bar derrière le bar, vous auriez une poubelle ? On me regarde vraiment bizarrement. Les pailles, encore maintenant, les gens comprennent. Les mégots, c'est pas encore... Mais en tout cas, il y a plein de poubelles à Paris, notamment. Ils avaient réfléchi un moment à faire des cendriers, mais sinon, dans des poubelles, simplement, vous l'éteignez, évidemment, pour éviter de mettre le feu à la poubelle. Vous savez pourquoi les mégots ne sont pas recyclés ? Non. Parce que ce n'est pas rentable. On sait très bien recycler les mégots. On pourrait les recycler. On sait très bien le faire. Techniquement, il n'y a aucun problème. On peut fabriquer des briques pour faire des maisons, des trucs super. Et c'est pas rentable. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour créer une ligne de recyclage, tout un système, il faut que ce soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on produit avec la matière quand elle est recyclée rapporte un bénéfice et couvre l'investissement de la filière. Par exemple, en Grande-Bretagne, alors c'est drôle, c'est une marque, c'est des... peut-être Philippe Morris ou je sais plus laquelle, enfin bref, une marque de clopes qui finance. Et je trouve ça génial en fait, enfin, c'est bizarre de le dire, mais pour eux ça fait de la pub et finalement c'est tout bénef parce qu'au moins ils gèrent les propres déchets que leur industrie génère, exactement. Donc, si des politiques m'entendent, n'hésitez pas à chercher un partenaire. Alors, il y a évidemment, on l'a cité, des cadeaux de Noël à faire qui apportent toujours du savoir. Ce sont les livres de manière générale. On ne va pas forcément dire évidemment les vôtres, mais les livres de manière générale. D'ailleurs, on peut trouver des livres en seconde main, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire on peut aujourd'hui, ou même quand on a lu des livres neufs, les poser dans des boîtes où les gens récupèrent des livres. Enfin voilà, il y a plein d'espaces assez solidaires. Voilà, il y a 4 livres qu'on a envie de présenter aujourd'hui. Anne, il y a évidemment le tien, J'arrête le plastique, le livre coach de votre transition, Zéro plastique, et le livre de Julien Kaybec, Adopter la slow cosmétique. Il y en a 3, tu vas peut-être, Constance, nous dire quelques mots dessus. Il y a mieux avec les eaux florales. Mieux avec les eaux florales et mieux avec les huiles essentielles, voilà, qui viennent de sortir et qui permettent d'acquérir ce savoir dont on parlait tout à l'heure. Il faut pas grand-chose pour se lancer et pour devenir autonome dans son quotidien en mode zéro déchet, écologique, naturel. Il suffit juste de quelques petites infos, donc que ce soit avec les huiles essentielles ou les hydrolats qui sont tous les deux assez utilisés en slow cosmétique parce que ce sont de formidables ingrédients avec des actifs très intéressants pour la peau,
pour le corps. Donc, il y a plein de choses à faire avec, et ces 2 livres-là sont des livres témoignages, c'est-à-dire que les experts qui les ont rédigés vous donnent vraiment leurs astuces, leurs témoignages du quotidien, vraiment ce qu'ils font au quotidien, eux, avec ces produits-là, pour qu'on puisse s'en inspirer et qu'on puisse les reproduire, se les approprier aussi. Et une fois qu'on a ce savoir-là, on ne dépend plus ni du marketing, ni du corps médical pour certaines choses. On est capable de soigner les petits bobos de la peau, les petits bobos quotidiens, avec des ingrédients naturels qui vont être fabriqués respectueusement, artisanalement, tout ce qu'on aime en slow cosmétique. Donc Magali Louis et Julien Kaybec. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des livres intello, c'est que ça donne des solutions, et ça on apprécie aussi. Pratico-pratique. Voilà, exactement, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur pourquoi on en est arrivé là, etc., etc. Mais le fait est qu'on n'a plus besoin forcément de se galvaniser à se remplir d'intellect de pourquoi on en est arrivé là, mais de trouver évidemment dans le quotidien des solutions. J'aime beaucoup Repartons tous avec l'idée de changer 3 choses pour l'année 2020 et de le faire évidemment dans l'amour. Merci Anne, merci Constance pour nous avoir transmis ce savoir tellement nécessaire et tellement important, à ce moment-là de nos existences, et puis pour la planète. Donc merci à vous, c'était un bonheur de vous avoir au micro de Radio Médecine Merci beaucoup, Douce. avec plaisir. Et on vous souhaite évidemment, chers auditeurs, de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. À bientôt. Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre.